Et si dans les guerres du présent, tout se décidait avant même que le premier coup de feu ne retentisse? Imaginez un instant, oubliez les affrontements d'acier, les duels de chars, les charges d'infanterie. Parfois, une armée perd avant même d'avoir combattu, piégée par ses propres certitudes, son inertie ou sa confiance excessive dans la répétition de schémas passés. C'est le piège de l'histoire que l'on retrouve aussi bien dans les grandes batailles du passé que dans les conflits les plus récents, où la préparation et la compréhension de la guerre invisible s'avèrent décisives. Prenons l'exemple frappant de la bataille de France en 1940, où, malgré une force considérable sur le papier, l'armée française, sûre de ses fortifications, fut contournée et défaite en quelques semaines par la Blitzkrieg allemande, une stratégie fondée sur la vitesse, la surprise et la disruption logistique. De la même manière, dans la guerre du Koweït en 1990, la coalition internationale, grâce à une préparation logistique et à la domination informationnelle, neutralisa en quelques jours les forces irakiennes. Ces précédents historiques nous rappellent que la victoire appartient souvent à ceux qui voient en plus loin, anticipent mieux et frappent là où l'adversaire ne regarde pas. À l'automne de l'an 2025, sur le front de Zaporijia, la réalité rejoint la leçon de l'histoire. Le front s'est figé, happé par la boue et l'incertitude. D'un côté, l'Ukraine, épuisée par des mois d'attrition, s'apprête à lancer la rotation la plus risquée de son histoire récente. Des brigades entières, usées jusqu'à la corde, doivent céder la place à des unités fraîches tirées du dernier carré de la réserve stratégique. Ce n'est pas une simple opération de routine, c'est une question de survie nationale, de maintien du front et d'espoir pour l'avenir. Pour réussir, le commandement ukrainien parie tout sur une logistique de titan. Imaginez des trains bondés traversant, nuit et jour, les nœuds ferroviaires stratégiques, des colonnes de camions filant dans l'obscurité, des plans chronométrés à la seconde près, chaque convoi s'insérant dans un balai mécanique où la moindre erreur peut coûter des vies. Sur le papier, tout frôle la perfection. Miser sur la vitesse, le brouillard d'automne, la pluie, la brume, autant d'alliés naturels censés brouiller la surveillance adverse. Un seul espoir, surprendre l'ennemi, forcer le destin, inverser la tendance du front. Mais au centre de ce balai mécanique, une fissure se dessine, car l'ennemi, la Russie, ne défend plus passivement. Elle prépare sa victoire bien en amont, loin des tranchées, loin des caméras. Son arme invisible, une intelligence opérationnelle polymorphe, capable de flairer, d'anticiper, de saboter la moindre synchronisation adverse. La Russie, forte de son expérience face à de multiples menaces hybrides depuis plus d'une décennie, a intégré les leçons de la guerre moderne. Rien n'échappe à l'œil de la technologie, rien ne peut être laissé au hasard. Dans ce duel sans visage, la survie ne dépend plus de la force brute, mais d'une agilité stratégique extrême. Cette notion résonne aussi dans le monde civil. Combien de grandes entreprises ont disparu, non par manque de moyens, mais pour avoir ignoré la nécessité d'innover et d'adapter leur logistique face à des concurrents plus agiles? Kodak, autrefois géant de la photographie, a décliné parce qu'il n'a pas vu venir la révolution numérique. Blockbuster a sous-estimé Netflix et l'avènement du streaming. Dans la guerre comme dans l'économie, l'inertie est fatale. Pourquoi ce plan ukrainien, si méticuleux, va-t-il sombrer aussi brutalement? Plongeons au cœur du dispositif et révélons les véritables enjeux cachés derrière la logistique ukrainienne en mettant en lumière les détails concrets qui feront basculer le destin de milliers d'hommes. Un simple détail, passé inaperçu par le haut commandement, va tout faire basculer. Voici comment la mécanique bien huilée s'apprête à se gripper, un engrenage à la fois, un signal intercepté, une colonne repérée, puis détruite. Des brigades décimées, un moral au plus bas, la rotation devient la dernière chance. Sur le front écrasé de Zaporijia, à l'automne 2025, l'armée ukrainienne fait face à l'épuisement absolu. Après un été sanglant et stérile, les unités de première ligne sont brisées. Plusieurs ont perdu jusqu'à 7 soldats sur 10, hommes et matériels confondus. Ce chiffre donne le vertige. Imaginez une classe de 30 élèves, il n'en resterait que 9 ou 10 debout. Impossible de tenir sans répit. La fatigue physique se double d'un découragement profond. Le moral est au plus bas, la cohésion menace de s'effondrer. L'état-major saisit le risque d'effondrement. Il n'a qu'une option, tenter une rotation massive sur tout le secteur, de Kaminskoye à Ougledar, soit plus de 100 km de front actif. Extraire les brigades à bout de souffle, les remplacer par des troupes fraîches issues du précieux réservoir stratégique. C'est une opération d'une ampleur rarement vue depuis la Seconde Guerre mondiale, rappelant les grandes manœuvres de Stalingrad ou de Koursk, où chaque mouvement de troupes pouvait changer le cours de la guerre.
Pour cela, 2 brigades de marine, récemment formées à Mykolaïv, sont mobilisées. Leur entraînement a été intensif, incluant des exercices de franchissement de rivières sous le feu, des simulations de combats urbains et des modules de résistance psychologique. Mais leur efficacité ne dépendra que d'une chose, un déploiement rapide et invisible jusqu'à la ligne de front. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'arrivée tardive d'une unité fraîche a précipité la perte d'un secteur entier, comme lors de la bataille des Ardennes en 1944, où la lenteur du renfort allié a failli coûter très cher. Toute la manœuvre repose sur le réseau ferroviaire ukrainien, maillé de Pavlograd à Pokrovsk. Ce réseau, modernisé en partie depuis l'indépendance, est un héritage de l'URSS. Il combine des tronçons rapides et des goulots d'étranglement, des ponts vulnérables, des gares exposées aux frappes. Ensuite, il faut emprunter les grands axes routiers, toujours plus près de la zone de combat, sous la menace constante des drones et de l'aviation ennemie. La moindre faille logistique pourrait tout faire s'effondrer. Sans relève, la défense ne tiendra pas. Imaginez un hôpital sans livraison de médicaments. En quelques jours, tout s'effondre. La structure s'écroule de l'intérieur. L'état-major mise sur la météo d'automne. La boue, la pluie, les brumes. Ces alliés naturels devraient brouiller la surveillance aérienne russe. Cette stratégie rappelle celle du général russe Koutouzov lors de la retraite de Moscou en 1812 qui comptait sur la boue et le froid pour ralentir l'armée de Napoléon. Mais de nos jours, la technologie peut parfois transformer la météo en simple désagrément, plutôt qu'en obstacle majeur. D'autant que, pense-t-on, la Russie ne dispose pas de moyens de frappe longue portée suffisants pour frapper tous les points névralgiques à la fois. Ce pari s'appuie sur une analyse partielle des stocks de missiles russes, sur des interceptions de communication et sur l'espoir que l'ennemi ne pourra pas tout surveiller. Mais l'histoire montre que sous-estimer la capacité d'adaptation de l'adversaire est un piège mortel. Lors de la guerre du Yom Kippour en 1973, Israël fut surpris par la rapidité de la mobilisation arabe, alors qu'il pensait l'Égypte incapable de franchir le canal de Suez. Pourtant, tous le savent, si la rotation échoue, le Sud s'effondre. L'initiative serait perdue, les réserves sacrifiées, la défense ukrainienne pourrait se briser. L'enjeu dépasse l'instant, c'est le sort du front Sud pour de longs mois qui se joue. En cas d'échec, ce ne serait pas seulement une perte tactique, mais un désastre stratégique ouvrant la voie à une percée ennemie vers des villes majeures comme Zaporijjia ou Dnipro. Mais derrière la précision du plan, une menace moins visible se dessine. L'ennemi ne guette pas seulement sur les routes ou les rails, il rôde dans l'invisible. Sur le terrain mouvant des réseaux et de l'information, tout peut basculer. De nos jours, un simple signal téléphonique, une image satellite, un tweet anodin peuvent fournir à l'adversaire des renseignements cruciaux. Durant la guerre en Afghanistan, les Américains ont découvert que des vidéos postées sur YouTube révélaient la position de leurs bases avancées. L'invisible est devenu le champ de bataille principal. Ce que les officiers ignorent encore, c'est que la Russie a déjà infiltré des failles critiques dans le dispositif logistique ukrainien. À l'abri du brouillard, une guerre secrète s'engage, loin des combats conventionnels. Cette guerre de l'ombre rappelle celle menée par les Alliés contre les convois allemands de l'Atlantique, où la cryptanalyse et la guerre électronique valaient autant, sinon plus, que les canons et les torpilles. Quand l'adversaire lit vos intentions comme un livre ouvert, chaque mouvement devient un piège tendu contre vous. La Russie n'a pas attendu, elle a tissé une toile invisible autour de l'opération, anticipant chaque geste avec une précision glaçante. Les plans ukrainiens, méticuleusement préparés, se sont retrouvés exposés, vulnérables avant même d'atteindre le front. C'est la matérialisation du concept de transparence du champ de bataille, développé depuis les années 2000 par les armées les plus avancées. La clé ? Une chaîne de renseignement intégrée, articulée sur 3 axes. D'abord, l'œil spatial. Les satellites russes scrutent sans relâche les gares d'Ouman et de Kirovorad. Les satellites modernes, comme les modèles Persona ou le Condor, peuvent détecter la chaleur des moteurs diesel, l'accumulation d'équipements lourds ou même la variation du nombre de wagons sur une voie secondaire. Ils détectent les premiers indices, rassemblement inhabituel de blindés, trafic ferroviaire soudainement intensifié. Rien n'échappe à leurs capteurs, chaque mouvement alimente l'alerte. Ensuite, la surveillance aérienne prend le relais. Les drones longue portée, parfois pilotés à plus de 1000 km de distance, opèrent jour et nuit, suivant à la trace les convois ukrainiens. Chaque train, chaque arrêt, chaque modification d'itinéraire est capté, enregistré, transmis. Sur les écrans russes, les mouvements ennemis deviennent des points lumineux, révélant l'ensemble du dispositif.
Durant la bataille de Mossoul, en 2016, un seul drone pouvait suivre plusieurs convois en simultané grâce à l'intelligence artificielle. L'invisible ne laisse plus. Mais la vigilance russe va plus loin. Des réseaux d'agents locaux, parfois des civils ordinaires, des cheminots, des commerçants et des équipes de reconnaissance électronique opèrent au sol. Par l'interception des transmissions et l'observation directe, ils confirment la composition, la taille et même les horaires des colonnes convergeant vers la zone de rassemblement. Le secret, censé protéger la manœuvre ukrainienne, s'effrite à chaque étape. C'est une guerre où l'information circule plus vite que les blindés. En moins d'une journée, tout le plan ukrainien est reconstitué. Horaires, itinéraires, points de regroupement, tout est archivé dans les centres de commandement russes. Moscou connaît, parfois à la minute près, les intentions adverses et adapte sa riposte. Cette capacité à reconstituer le puzzle rappelle le travail des codebreakers britanniques à Bletchley Park, qui, en cassant le code Enigma, anticipaient les mouvements de la marine allemande. L'excès de confiance ukrainien se retourne contre ses propres troupes, piégées dans une logistique devenue prévisible. C'est le syndrome de la routine, refaire ce que l'on a toujours fait, pensant que l'ennemi ne verra rien, alors qu'il observe tout. Cette erreur a coûté cher à Napoléon en Russie, à la Wehrmacht à Koursk et maintenant à l'Ukraine à Zaporijia. Dans cette guerre moderne, la moindre faille dans la discrétion coûte cher. Une communication imprudente, un regroupement trop visible, et c'est l'ensemble de l'opération qui se retrouve exposé à un coup fatal. La puissance ne réside plus seulement dans les chars, mais dans la capacité à voir, à comprendre et à anticiper mieux que l'ennemi. La doctrine du kill chain américaine insiste sur cette capacité à raccourcir le délai entre la détection et la frappe, repérer, cibler, anéantir, avant même que l'adversaire ne comprenne ce qui lui arrive. Alors que les Ukrainiens pensent encore maîtriser le tempo, la Russie resserre déjà l'étau. Mais elle ne frappe pas forcément là où on l'attend. Elle cible la logistique, la technologie et les nerfs même du dispositif ukrainien. La Russie applique la stratégie du centre de gravité de Clausewitz, frapper là où l'adversaire est le plus vulnérable, là où il ne peut pas se permettre de perdre. Mais comment cette toile s'est-elle resserrée et quels outils concrets ont permis à la Russie d'anticiper chaque étape ? C'est là que la réalité du renseignement moderne dévoile sa brutalité. Les Russes utilisent des logiciels d'analyse de données en temps réel, des plateformes de fusion de données civiles et militaires, des réseaux de reconnaissance qui combinent sources humaines et signaux électroniques. Ce n'est plus une simple question de force, mais de capacité à intégrer et exploiter l'information plus vite que l'adversaire. La guerre moderne ne brise pas seulement les corps, elle frappe d'abord les nerfs invisibles d'une armée, la logistique, l'énergie, la volonté. En l'espace de quelques heures, ce qui devait être une simple opération de relève tourne à la débâcle. La défaite ne vient pas d'un assaut frontal, mais d'un effondrement silencieux, orchestré dans l'ombre. C'est le syndrome de la rupture logistique. L'armée allemande en Russie en 1941, l'armée américaine à Kherson en 1968, toutes ont vécu la terreur de la paralysie logistique. Dès la première nuit, des salves méthodiques de missiles s'abattent sur les sous-stations électriques, les ponts, les carrefours ferroviaires. Chaque cible est choisie pour couper la circulation des renforts et des ressources. Dans le noir absolu, des trains entiers restent figés, chargés de soldats, de blindés, d'espoir. Les stocks de carburant et de munitions, accumulés depuis des semaines, deviennent soudain inaccessibles ou partent en flammes sous les frappes de précision. C'est la matérialisation du concept d'effet de paralysie, cher au stratège militaire John Boyd. Sur les routes, la terreur s'installe. L'artillerie, les drones, les avions russes fondent sur chaque colonne qui tente de bouger. Le moindre déplacement est détecté, traqué, anéanti. Les véhicules explosent les uns après les autres, pris au piège à découvert. Tout mouvement devient une tentative suicidaire où la chance décide de la survie. À Falloujah, en 2004, un tel scénario s'est joué lorsque les convois américains, repérés par les insurgés, ont été détruits à la chaîne. Cherchant un semblant de sécurité, des unités ukrainiennes se réfugient dans les forêts. Mais la technologie ne laisse aucun répit. L'ennemi observe tout. Satellites, capteurs thermiques, drones de reconnaissance. Les regroupements sont rapidement repérés, puis pulvérisés par des bombes guidées et des munitions rôdeuses. Les arbres qui devaient en protéger se transforment en pièges mortels. C'est la leçon apprise par les forces françaises en Algérie, où la cachette dans les forêts était vite trahie par les hélicoptères et les patrouilles. La guerre ne se gagne plus seulement par le feu, mais par la domination totale de l'arène invisible. Les Russes installent au-dessus du champ de bataille un véritable dôme électronique.
Les communications, autrefois garanties par Starlink, tombent en silence. D'un instant à l'autre, les postes de commandement sont coupés du monde, incapables de transmettre ou de recevoir des ordres. La confusion se propage, dévorant la cohésion. Les chefs perdent la trace de leurs hommes, ignorent le sort des unités voisines. À Dien Bien Phu, en 1954, la coupure des communications françaises a précipité la chute du camp retranché. En quelques heures à peine, tout l'édifice ukrainien vacille. Plus de ravitaillement, plus de coordination, plus d'espoir. La chaîne de commandement vole en éclats. Les pertes s'accumulent, des milliers d'hommes dispersés, des centaines de véhicules détruits ou abandonnés, et un front qui s'effondre de lui-même. Ce qui devait renforcer la défense s'effrite en une déroute logistique. C'est le syndrome de l'armée en retraite, où chaque perte accélère la suivante, où la panique devient l'ennemi principal. Mais au-delà des destructions visibles, c'est la structure même de l'armée ukrainienne qui chancelle. Une question brûle. Comment une telle désorganisation a-t-elle pu naître au cœur d'un plan si minutieux? Et surtout, dans quelles leçons tirer de ce revers cuisant? Seule une analyse froide et honnête, comme celle menée par l'état-major israélien après la guerre du Liban en 2006, peut permettre de tirer profit de l'échec. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut plonger dans les coulisses de la planification, là où chaque décision, chaque pari technologique a pesé lourd sur le destin des troupes. La suite révèle les fragilités profondes qui ont condamné cette rotation dès le départ. C'est le moment de l'introspection, du retour d'expérience, du debrief sans concession. À l'ère numérique, la prévisibilité est une condamnation. Ceux qui ne brouilleront pas leurs traces sont condamnés à être devinés, puis frappés. Cette règle ne concerne pas seulement les militaires, les entreprises, les gouvernements, les organisations non gouvernementales doivent aujourd'hui apprendre à innover, à se dissimuler, à rester imprévisibles, sous peine de voir leur plan anéanti par plus rapide, plus agile, plus malin. Analysons les fautes fatales qui ont précipité l'échec de cette rotation ukrainienne et ce qu'elle dévoile sur la guerre contemporaine, mais aussi sur la gestion de nos propres urgences. Car derrière chaque erreur militaire se cache une leçon universelle. Première faute, sous-estimer l'ennemi. Croire que la logistique pouvait s'organiser dans l'ombre sans être repérée. Les planificateurs pensaient que la météo et la fatigue russe suffiraient à couvrir leurs traces. Cette foi aveugle dans l'impunité a permis une surveillance continue et une riposte immédiate. Dans l'histoire, combien d'armées ont perdu à cause de cette arrogance? Les Perses à Marathon, les Croisés à Hattin, les Français à Agincourt. Deuxième faute, suivre des schémas trop classiques, emprunter les trajets attendus, utiliser les points de ralliement connus, comme si l'on récite une leçon. Cette routine a transformé chaque route en piège, chaque croisement en cible. Dans le brouillard de la guerre moderne, l'habitude devient vulnérabilité et le plan perd tout effet de surprise. Les Japonais à Midway ont payé le prix de la prévisibilité de leurs attaques aéronavales. Troisième faute, se reposer sur des technologies avancées, mais mal maîtrisées, comme Starlink sans plan B. Une panne, un brouillage, et la chaîne de commandement s'effondre. L'absence de solution de secours a fait de la moindre défaillance un chaos total, mettant hors jeu des unités entières. Les Américains au Vietnam ont appris à leurs dépens que la technologie n'est rien sans redondance et adaptation. Quatrième faute, refuser d'adapter le plan face au désastre, persister malgré les signaux d'alerte. L'incapacité à réagir en temps réel et à redistribuer les priorités a transformé un revers limité en débâcle absolu. Seule la flexibilité du commandement fait la différence entre naufrage et résilience. Lors de la bataille de Stalingrad, c'est l'absence de souplesse allemande qui a scellé le sort de la 6e armée. En résumé, cette défaite livre 3 leçons d'or. Anticiper les capacités adverses, cultiver l'agilité tactique, brouiller ses traces technologiques. Qu'on soit chef militaire, gestionnaire de crise ou citoyen, la victoire sourit à ceux qui innovent, s'adaptent et restent imprévisibles. C'est la logique de la Red Team, utilisée par les grandes entreprises et les armées pour tester et percer leurs propres failles avant que l'ennemi ne le fasse. L'enjeu n'a jamais été aussi grand. L'avenir d'une armée ou d'une organisation dépend de sa vitesse d'apprentissage, de sa capacité à transformer chaque revers en leçon et à rendre ses méthodes illisibles pour l'ennemi. Les exemples historiques des sont nombreux. La réforme de l'armée prussienne après Iéna, la transformation de l'armée israélienne après la guerre du Kippour ou la révolution managériale de Toyota après la crise pétrolière des années 70. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des erreurs, quelles alternatives auraient pu renverser le cours de l'opération?
Explorons les pistes oubliées et les solutions écartées pour offrir des enseignements concrets à tous ceux qui, un jour, devront planifier dans l'incertitude. Premièrement, la décentralisation des mouvements. Plutôt que d'organiser une rotation massive et simultanée, pourquoi ne pas privilégier des relèves échelonnées, par petits groupes, sur plusieurs jours, en alternant les itinéraires, en utilisant des voies secondaires, en brouillant les schémas prévisibles? Les partisans soviétiques de la Seconde Guerre mondiale excellaient dans l'art de la décentralisation, évitant les grandes concentrations, rendant la détection et la destruction plus difficiles. Deuxièmement, l'utilisation de leurres et de fausses pistes. Créer de faux rassemblements, simuler des mouvements massifs dans des zones éloignées, tromper la surveillance ennemie. Les Alliés, en 1944, ont ainsi mené l'opération Fortitude pour tromper Hitler avant le débarquement de Normandie, utilisant des chars gonflables de fausses transmissions radio et des agents doubles. Troisièmement, la création de réseaux de communication alternatifs. En cas de brouillage technologique, il est vital de disposer de moyens de communication analogiques, de signaux visuels, de messagers humains ou même de pigeons voyageurs, comme lors de la Première Guerre mondiale. La résilience passe par la redondance et la simplicité. Quatrièmement, l'intégration de cellules d'adaptation rapide. Former au sein de chaque brigade des équipes capables de modifier le plan en temps réel, d'improviser des solutions, de tester des alternatives sur le terrain. Les forces spéciales du monde entier fonctionnent sur ce modèle: adaptabilité, réactivité, créativité. Cinquièmement, l'apprentissage en continu. Après chaque opération, même mineure, organiser un retour d'expérience honnête impliquant tous les niveaux de la hiérarchie. Identifier les failles, tester de nouvelles idées, encourager les initiatives. C'est la clé de la supériorité à long terme. Enfin, instaurer une culture du doute stratégique. Remettre en question les certitudes, oser la remise en cause, encourager les voix discordantes au sein du commandement. Les grandes victoires de l'histoire sont souvent nées d'un questionnement radical. La traversée du Rubicon par César, la stratégie du double encerclement à Cannes, le pari du débarquement de Normandie. La prochaine victoire ne se gagnera pas par la force brute, ni même par le simple nombre. Elle sera l'œuvre de l'intelligence collective, de l'adaptabilité et de la capacité à déjouer l'adversaire sur des terrains invisibles. C'est le message de l'histoire, que ce soit sur les champs de bataille ou dans les salles de conseil des grandes entreprises. L'échec cuisant de la rotation ukrainienne sur le front de Zaporijia n'est ni un accident, ni la conséquence d'un manque de courage. C'est le résultat direct d'une rupture dans la compréhension des nouvelles règles de la guerre moderne. Aujourd'hui, les batailles ne se jouent plus seulement dans la boue des tranchées, mais dans la maîtrise souveraine des réseaux d'information, des flux logistiques et des signaux numériques. Imaginez qu'un plan soigneusement élaboré, appuyé par des effectifs frais, suffira à vaincre, c'est ignorer la brutalité de la supériorité technologique et la vitesse d'adaptation des adversaires les mieux préparés. L'armée ukrainienne avait parié sur la rapidité, la discrétion et la supposée vulnérabilité technologique de l'ennemi. Pourtant, chaque mouvement fut aussitôt repéré, analysé et contré par un maillage dense de capteurs, d'algorithmes et d'actions coordonnées. La victoire appartient désormais à ceux qui savent anticiper, perturber et neutraliser, non à ceux qui persistent à s'appuyer sur la masse ou la routine. Les illusions de l'automne 2025 ont coûté cher, en vies humaines, en crédibilité et en potentiel stratégique pour l'avenir. Ce revers va bien au-delà d'une simple opération militaire ratée. Il interroge nos stratégies, nos modèles d'organisation, notre capacité à apprendre, à nous adapter et à innover. Pour chaque passionné d'histoire, chaque stratège ou décideur, ignorer la transformation profonde des conflits contemporains revient à condamner ses ambitions à l'échec. Désormais, ce ne sont plus les plus forts, ni même les plus téméraires qui l'emportent, mais ceux qui maîtrisent la complexité, l'art de brouiller les signaux et la rapidité de décision. Dans cette nouvelle ère, la moindre complaisance se paie au prix fort. Perte d'influence, gaspillage de ressources, effacement sur la carte des puissances qui comptent. Il ne s'agit plus seulement de raconter une bataille, il s'agit de comprendre un basculement historique. Le front de Zaporijia en 2025 marque l'avènement de la pensée adaptative sur l'orthodoxie militaire, du réseau sur la rigidité, de la lucidité sur la routine. Chacun de nous, à son niveau, doit saisir la portée de cette leçon, car demain, tout se jouera sur notre capacité à affronter la réalité, à remettre en cause nos certitudes et à oser des choix stratégiques audacieux, même si cela va à l'encontre de l'évidence. La guerre change, tout comme les lois du succès. À nous d'en tirer les conséquences ou de voir nos ambitions s'effondrer à la première secousse.
Oserons-nous, collectivement, sortir des sentiers battus? Saurez-vous, à votre échelle, repérer la faille avant qu'elle ne vous emporte? Voilà la dette de questions que pose Zaporigia et à laquelle chacun doit répondre par l'innovation, la vigilance et le courage.